Léonore de Récondo, bonjour. Bonjour. Vous étudiez le violon depuis l'âge de 5 ans jusqu'à être devenue violoniste professionnelle dans l'ensemble baroque L'Iriade. En parallèle, vous avez débuté une carrière en 2010 avec un premier roman, La Grâce du Cyprès Blanc. Suivent 8 romans, en tout cas 8 écrits. Le 10e s'intitule Le Grand Feu. Ce roman prend place à Venise en 1699 et nous raconte la vie d'une jeune violoniste, enfermée, en tout cas résidente à la Pietà, une institution pour jeunes filles. Alors, je suis ravi de vous recevoir à Faites-moi lire au Chant Libre de Rennes, Léonore de Récondo. Et ma première question, c'est est-ce que vous pouvez nous présenter à quoi ressemble Venise à la fin du XVIIIe et plus particulièrement l'institution, si je prononce bien, Pio Ospedale della Pietà. Ah, très belle prononciation. Alors, déjà, Venise est un peu sur le déclin. Venise est très belle, comme elle l'est toujours aujourd'hui. Elle est un peu sur le déclin parce qu'elle est moins ce carrefour qu'elle a été de l'Orient, avec les épices, les soies, tout ça. Ça, c'était un peu 2 siècles auparavant. Son territoire, qui était très étendu aussi, s'est réduit. Donc, elle n'a plus la Crète. Elle est juste Venise et quelques petites îles vers la Grèce. Mais elle est toujours très, très belle. Et elle a quand même perdu 1/3 de ses habitants avec la peste. Donc c'est une ville sur le déclin quand même, mais très touristique, comme elle l'est déjà. Donc toute l'Europe vient encore pour son carnaval, pour les théâtres. C'est une ville festive. Quand c'est carnaval et quand c'est carême, on est plus sage. La moitié de l'année. La moitié de l'année. Exactement, c'est formidable ça, hein. 6 mois de carnaval. C'est pas mal, que des contrastes pour apprécier. C'est la force du contraste. Exactement, la force du contraste. Et justement, le contraste dans cette ville si flamboyante et si belle, c'est cette institution donc de la Pietà, dont vous avez parlé, qui ouvre ses portes au XIVe siècle, déjà pour accueillir que des petites filles. Donc c'est une institution laïque, ça c'est quelque chose qui m'intéressait parce que c'est vraiment Venise qui prend en charge ses enfants orphelins, ses classes les plus défavorisées, ses filles dans ce cas-là, et qui va non seulement les protéger, les nourrir, les élever, mais leur apprendre la musique à un niveau extraordinaire, vraiment à un niveau professionnel. Mais il n'y a pas que des orphelins, ou devrais-je dire des orphelines. Oui. Il y a aussi des enfants de bonne famille qui sont placés là par leurs parents. Oui, alors les enfants de bonne famille peuvent venir prendre des cours à la carte. C'est-à-dire, l'institution est tellement réputée. Alors, juste petit aparté, pourquoi elle est si réputée? Parce que pendant ces 6 mois de carême, tous les théâtres sont fermés à Venise. Donc le seul endroit où on peut écouter de la musique, ce sont les églises. C'est de la musique sacrée. Donc tous les compositeurs qui écrivent les opéras, dont Vivaldi, vont finalement écrire de la musique pour les églises. Et des lieux comme l'institution de la Pietà et son église attenante sont des hauts lieux de concert. Et la qualité est aussi bonne que lors des opéras du carnaval. La réjouissance spirituelle n'est jamais un péché. Absolument, et elle est nécessaire. Elle est nécessaire, vous avez bien raison. Alors c'est dans ce cadre qu'une famille va décider, une mère, j'ai l'impression quand même, de placer un de ces rejetons qui répond au joli prénom joyeux et si ce n'est hilar d'Hilaria, pour la placer à la Pietà en espérant qu'elle devienne qu'elle développe un chant extraordinaire. Et c'est pas ce qui va se passer parce que c'est pas le chant qu'elle va développer, mais un certain instrument de musique que vous connaissez, n'est-ce pas? Oui, le violon. Le violon, c'est ça. Ouais. Elle joue du violon et en effet, sa mère, alors elle vient de la classe sociale, je dirais de la classe moyenne, c'est une famille de marchands, donc c'est pas la grande pauvreté. Mais sa mère, Francesca, qui a déjà eu 5 filles avant certaines mortes à la naissance, décide vraiment que pour sa 6e, un autre destin. Elle veut que sa fille chante, elle veut que sa fille joue de la musique, elle veut qu'elle ne soit pas dans cette boutique comme elle-même l'a été toute sa vie. Donc elle va faire en sorte que sa petite fille soit placée, elle va y arriver par l'intermédiaire de sa cousine, que sa petite fille soit placée dans la Pietà. Alors, la contrepartie, c'est presque un abandon, puisque Hilaria ne pourra voir ses parents qu'une fois l'an, à Noël. Mais c'est vrai qu'elle a un statut un petit peu hybride parce qu'elle n'est pas orpheline. Elle est placée là avec quand même des parents qui ne sont pas si loin.
C'est rude pour la fille, c'est rude pour la mère. Oui, mais c'est, pense la mère, pour la très bonne cause et pour une forme d'éducation que n'avaient pas les filles à l'époque. C'est-à-dire là, vraiment, la Pietà, ce qui est extraordinaire, c'est que ce lieu offre une instruction unique pour les filles. Alors, c'est en découvrant non pas le chant mais le violon que Hilaria va faire la rencontre d'un jeune compositeur qui va être son enseignant, un jeune compositeur roux en toute saison d'ailleurs, que ce soit au printemps, en automne. Et ce jeune enseignant, c'est Vivaldi. Pourquoi avez-vous décidé un goût prononcé de votre part pour Vivaldi? Oui, alors bon, moi je me suis spécialisée dans la musique baroque, donc Vivaldi, c'est quand même un des plus grands violonistes italiens, c'est une musique qu'on connaît, et puis c'est dire aussi qu'il était extrêmement connu déjà à l'époque, c'était un grand virtuose et un grand compositeur, il dirigeait aussi un opéra à cette période-là, dans Venise, un théâtre. Et c'est dire aussi la qualité des enseignants qu'il y avait dans cette institution. Donc ça, je voulais aussi, et c'est vrai, il était vraiment professeur dans les années 1710 à la Pietà. Donc ça me permettait, moi, de parler de ce répertoire du violon que je connais bien, puisque je me suis spécialisée dans cette époque-là, et en même temps de donner une sorte d'ancrage historique. Non seulement le lieu est avéré, puisqu'il existe, et de ce compositeur qui est là, et de pouvoir peut-être donner à lire ce qu'était la vie d'un compositeur à l'époque, la vie d'un musicien, de manière un peu moins romantique ou fantasmée qu'on peut avoir. Il travaillait nuit et jour, il fallait qu'il rende des partitions, des commandes, et il ne savait plus comment faire. Et du coup, ces jeunes filles qui étaient là l'aidaient, et étaient ses copistes, c'était ses petites mains pour écrire. Léonore de Recondo, on a rarement l'occasion d'avoir sous la main en même temps une historienne de Venise et en même temps une grande violoniste. Alors, je vais vous poser une question qui n'a rien à voir avec votre roman, mais qui me turlupine depuis des années. Est-ce que c'est un fantasme ou une réalité, l'idée que le vernis des violons produits en Italie du Nord durant cette période, je pense évidemment au Stradivarius, mais les Garnari, les Amari, etc., tiennent leur résonance extraordinaire d'un mystérieux vernis plus ou moins alchimique. C'est du bullshit ou c'est vrai? Mais alors, c'est difficile de répondre. Il y a eu beaucoup de recherches qui disent qu'en fait, non. En fait, c'est une forme d'alchimie du bois extraordinaire qu'ils allaient chercher dans les Dolomites, qui laissaient sécher pendant très longtemps avant de construire les violons. Une très grande qualité de vernis. Qui font, et évidemment une perfection de construction de lutherie qui est inégalée. Et donc je crois que c'est plus toutes ces choses en même temps que simplement le vernis, même si le vernis est extraordinaire. Alors sauf si, je sais pas, les dernières années, il y a eu une découverte qui m'a échappé, mais sinon non. Finalement, c'est pas ce vernis diabolique qui aurait donné la magie à ces instruments. C'est vrai que c'est des instruments qui sont fabuleux, et qu'en Italie, il y a eu aussi, alors à Venise, pendant que Vivaldi y est, il y a un grand luthier qui s'appelle Matteo Goffriller. Voilà, il fait des très beaux violoncelles, des très beaux violons, et c'est vrai que quand il y a un grand violoniste ou des grands musiciens dans une ville, des luthiers s'installent. Il fallait fournir des instruments pour tous ces théâtres. Donc c'est une sorte comme ça de cercle virtueux, d'émulation entre eux, un grand interprète, un grand violon, et comme ça la lutherie avance. Il était à son acmé, a produit des miracles. Ouais. Je ferme la parenthèse, je reviens donc à votre héroïne Hilaria, qui, elle, est aussi douée pour le violon que ses sentiments sont forts. Alors, lors d'une rare sortie autorisée, elle découvre Venise, ce qui a un impact sur elle fort, parce qu'elle a envie de grands espaces, de liberté, c'est ça? Oui, puis surtout, elle qui vit recluse entre ses murs, puisqu'elle n'a pas tellement le droit de sortir, chaque sortie, c'est une explosion. Enfin, elle est traversée par la beauté de la ville, de la lumière, de l'eau, du monde sur la lagune. Tout le monde est sur des gondoles, évidemment, on ne se déplace que sur l'eau. Donc il y a une sorte de population navigante comme ça. Miroitante, on y transporte des meubles, des animaux, des musiciens, des victuailles, enfin tout est sur l'eau. La beauté évidemment qu'on connaît des palais qui étaient la plupart déjà là. Et donc pour elle, c'est ce contraste entre l'austérité et la rigueur qu'elle vit dans cette Pietà, avec tout d'un coup les portes qui s'ouvrent
sur la lagune. Enfin, on est de toute manière toujours ébloui par Venise. C'est quand même, cette ville est folle. Elle est éblouie par Venise, mais quelqu'un était ébloui par elle. Oui, c'est vrai. Un certain Paolo, Oui. qui est le frère de sa grande amie. Oui. Alors il va tomber subitement amoureux. Qu'est-ce qu'incarne ce jeune personnage un peu représentant de l'aristocratie, mais avec une touche pré-romantique? Comment le présenteriez-vous? Comme un idéaliste éperdu, comme un jeune homme. Alors ils vont tomber amoureux, mais c'est un amour adolescent. C'est vraiment un livre plus sur le sentiment amoureux, exalté du premier amour qu'on peut ressentir et qui tout d'un coup enflamme un cœur d'un jeune homme là qui a 16 ans et qui a même pas tellement besoin d'en parler ou de le vivre avec elle, qui tout d'un coup se sent rempli de cette énergie nouvelle qui est celle de l'amour, et lui il le vit seul avec lui-même dans cette maison où il est lui-même un peu enfermé dans ce palais, et c'est cet idéal, ça lui donne la force peut-être de réussir à partir et de vivre cet idéal qui est en lui. Deux amours incandescents. Ouais. J'imagine qu'il y a des traits de vous dans cette jeune fille, vous qui avez commencé le violon à 5 ans et elle qui va le commencer très tôt. Qu'est-ce qu'il y a de vous en elle? Je dirais le rapport à l'instrument, ça m'intéressait en tant qu'écrivaine, d'essayer d'écrire ce qui est difficile, c'est-à-dire l'émotion musicale. La musique, elle est difficilement descriptible, on a un vocabulaire assez restreint, si l'un va la décrire d'une telle manière, l'autre va pas la reconnaître, enfin, c'est difficile. Justement, on aime la musique parce qu'elle se passe de mots. Et donc, là, dans ce croisement qui était la connaissance quand même de cet instrument et de l'émotion musicale qu'on peut avoir parfois lors des concerts, qu'on les joue ou qu'on les écoute, et de pouvoir croiser cette connaissance-là avec mon outil d'écrivaine, je crois que c'était ça. Ma place dans ce texte, elle se situe à cet endroit-là. Et bien sûr, bon, Hilaria, je connais, je sais ce que c'est qu'un premier cours de violon, changer d'instrument, tout ça, je le connais. Mais c'était comment écrire la sensation musicale. Écrire la sensation musicale, la beauté du sentiment, le feu des harmonies, contraires ou semblables. Oui. J'ai le sentiment, Léonore de Recondo, que vous avez trouvé votre voix, je me permets un jeu de mots, votre violon dingue, dans ces sentiments de finesse. Oui, c'est une forme de... C'est-à-dire, ce grand feu, il est à la fois très flamboyant, comme ça il prend beaucoup de place, elle s'enflamme, et en même temps il y a en elle une forme de délicatesse au monde et de sensibilité à ce qu'elle voit. Et c'est là, voilà, j'avais envie que ce personnage et que la langue pour la décrire aussi soit de cet ordre-là, c'est-à-dire quelque chose d'incandescent et en même temps de délicat. C'est pas brutal, même si ça peut être profond, ça peut être dur, ça peut être cruelle, mais ça n'est pas brutal. Elle est dans une forme de délicatesse sensible et de grande vibration raffinée, oui, au monde. Léonore de Recondo, vous redonnez ces lettres de noblesse au roman sentimental. Ah, merci. Mais oui, c'est un genre qui est souvent malmené. Ouais, merci beaucoup. C'est un genre souvent qui tombe dans la sensiblerie, qui tombe dans des excès pas très beaux. Et vous faites finalement, à votre manière, une sorte de voyage sentimental dans la Venise de la fin du XVIIIe siècle. Je conseille ce roman à tous et toutes celles qui apprécient donc les romans sentimentaux et musicaux de fine facture. Léonore de Recondo, comme votre parole est d'or et vos écrits cherchent sous le vernis à faire résonner les âmes, nous aimerions vous entendre lire un passage du Grand Feu. Avec plaisir. Le violon n'a pas été joué depuis plusieurs jours, il est complètement désaccordé. Elle s'applique, vérifie chaque quinte plusieurs fois, puis entame une gamme. De l'accord de sol à l'aigu, elle parcourt sur la touche toute la tessiture de l'instrument. La sensation des cordes sous ses doigts n'est pas si différente de celle de son violon précédent, leur tension à peine moindre. Non, ce qui la saisit, c'est le son. Le son, quand elle commence le largo d'une sonate d'Antonio, elle démarre chaque séance de travail par cette pièce, une façon de se concentrer aussitôt. Aujourd'hui, le largo sonne autrement.
Ce sont pourtant les mêmes bras, les mêmes gestes au millimètre près, sans aucun compas. Il ne s'agit pas d'une nouvelle manière de jouer, de vibrer, de modeler le son. Non, il s'agit du violon. Sa voix à lui, qui se mêle à son archet à elle. Et ce largo, territoire qu'elle arpente chaque jour, connaissant chaque note, retournement, accord, liaison et soupir, devient un autre lieu, une chapelle, dalles de pierre et marqueterie de marbre coloré, chapelle perdue sur la colline, beauté inattendue dans la verdure nimbée d'une lumière chatoyante. Quand Hilaria y entre timidement, soudain l'invité d'un endroit qu'elle croyait connaître, quand après les premières mesures, elle prend de l'assurance, la chapelle devient un lieu-dit de son esprit dans lequel elle pourra revenir à sa guise, un espace intérieur qu'elle découvre, et son imagination grandit d'autant. Elle ne savait pas que son corps était capable d'émettre une telle sonorité. Avant, son imaginaire la guidait, maintenant, c'est le violon. Elle se souvient alors des mots d'Antonio, un monde qui s'ouvre. Léonore de Recondo, merci. Merci à vous.